notre nouvelle série d'enseignements s'intitule Célibat, fiançailles, mariage et veuvage. Shalom à vous qui nous suivez à l'étranger. Frères et sœurs, comme les titres l'annoncent, nous avons 4 points cardinaux de l'existence de tout être humain sur terre, à savoir les célibats, le fiançailles, le mariage ainsi que le veuvage. Comme vous avez remarqué, le divorce n'est pas mis pour la simple raison que le divorce est imprévisible. Le divorce est aléatoire. Il n'a jamais été prévu dans l'existence de l'homme et de la femme. Par contre, ce qu'on ne peut pas éviter, c'est le célibat, qui est une étape obligatoire suivie de fiançailles pour ceux qui aspirent au mariage, ainsi que du mariage, et on se marie pour les meilleurs et les pires jusqu'à ce que la mort sépare. Lorsque un seul partenaire reste, alors ces partenaires-là vivra le veuvage. Mais lorsque nous finirons cette série d'enseignements, si Dieu nous donne le temps et si Dieu nous prête vie, nous parlerons également du divorce. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. L'est de la vie, c'est la naissance, là où tout commence. On est seul, même si on est jumeaux ou jumelles. La fusion de deux esprits dans une seule enveloppe de chair n'existe pas. On est, on grandit et un jour on pense au mariage, si on est encore en vie, bien sûr. Les soleils ne s'élèvent jamais avant l'aurore. La grossesse est l'aurore de la vie. Le 9 mois où nous passons dans le ventre de notre mère est notre aurore qui annonce le lever du soleil. L'aurore est le moment qui précède immédiatement le lever du soleil, tout comme une grossesse précède l'accouchement. Après la naissance, l'enfant est pris en charge avant de devenir autonome, comme vous le savez. Le célibat est la vie que vit un être humain après la prise en charge parentale ou d'un tuteur. C'est dans cette étape de la vie qu'on apprend réellement à vivre sa vie sans recourir forcément à d'autres personnes, le parent ou un tuteur. Lorsqu'on était enfant, on s'est référé à ses parents pour prendre une décision, pas vrai? Mais désormais, lorsqu'on grandit, on commence à vouloir décider seul. Plus on grandit, plus on arrive au zénith de son existence. On commence donc à se sentir seul car un vide intense se ressent à l'intérieur. L'envie de retrouver l'âme sœur naît et on se donne la mission cruciale de la trouver. Donc, on va bientôt passer des célibats aux fiançailles. Les zéniths est le sommet au point culminant de quelque chose. En astronomie, les zéniths est le point directeur de la sphère céleste qui est représentatif de la verticale ascendante en un lieu donné. Les zéniths a pour synonyme l'apogée. Au zénith de sa vie, on n'a pas besoin de rester seul sans partager son existence avec l'âme sœur. Les corps se développent et la nature vous fait découvrir l'existence de certains désirs inévitables. Comment va-t-on gérer cette période cruciale de l'existence? On en parlera lorsqu'on abordera les sujets sur le fiançailles avant de parler du mariage. Frères et sœurs, le fiançailles, c'est le nord de l'existence humaine et ne peut être vécu sans boussole par crainte de se perdre. Le nord, c'est le point cardinal diamétralement opposé au sud, dont la direction est indiquée par l'étoile polaire, raison pour laquelle on dit que la boussole indique le nord. Et le nord, c'est surtout la direction qui se situe du côté opposé au côté sud, qui est identifié par le mariage. Par contre, l'ouest, c'est là que se couche le soleil et c'est le déclin.
L'ouest de la vie humaine est cette période où la mort choisit de séparer deux personnes qui étaient réunies par les liens du mariage. On ne peut pas se fiancer sans se référer à la boussole. Dans cette métaphore, la boussole représente toutes les connaissances obligatoires à connaître et à mettre en pratique avant d'envisager le mariage. Beaucoup de mariages échouent à cause des fiançailles ratées. Il faut donc réussir ses fiançailles avant de réussir son mariage. Vivre ses fiançailles sans formation équivaut à vouloir atteindre le nord sans boussole. On ne peut pas entrer dans le mariage sans passer par les fiançailles. Et on ne peut pas identifier facilement le nord sans utiliser sa boussole. Le mariage est le nord des 4 points cardinaux de votre existence. En géographie, le nord est le pôle magnétique situé dans l'hémisphère boréal dont la direction est indiquée par l'étoile polaire, n'est-ce pas? Je suis l'étoile polaire de votre vie, alors laissez-moi vous indiquer le nord par ces enseignements pour que vous ne puissiez pas rater votre mariage. Ces enseignements sont réalisés et élaborés à titre préventif pour aider plusieurs qui risquent d'échouer leur mariage, car le plan du diable a toujours été de détruire les couples pour amener les chaos comme il l'avait fait avec Adam et Ève, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons débuter avec le premier point, le célibat. Tout le monde commence par les célibats avant de passer par d'autres étapes, à savoir le fiançailles, le mariage et autres. Si tout le monde ne connaîtra jamais le fiançailles, le mariage et le veuvage, il est à rappeler encore que tout le monde connaîtra au moins le célibat. Le célibat a donc deux définitions. Premièrement, le célibat est défini comme étant la condition d'une personne en âge d'être mariée, mais qui ne l'est pas par suite des circonstances particulières ou d'un vœu personnel. Deuxièmement, le célibat, c'est la chasteté choisie ou imposée d'une personne non mariée. Vous avez par exemple ceux qui sont obligés de vivre dans le célibat à cause de la religion dans laquelle ils sont plongés. Le moine, par exemple, ou le prêtre. Ils peuvent ne pas accepter les célibats comme vœu, mais ils se sentiront obligés parce qu'ils ont choisi une fonction ou une religion qui leur impose la vie de célibat, le vœu de chasteté pour exercer leur croyance. L'état du célibat ne peut pas être appliqué à un bébé ni à un adolescent. Disons clairement que le célibat ne concerne qu'une personne en âge d'être mariée. Celui qui n'a pas l'âge d'être marié ne vit pas la vie de célibat. Important à souligner. Nous avons alors deux types de personnes qui vivent la vie de célibat. Le premier type est l'état de ceux qui vivent la vie de célibat sans être chastes ou vierges. Et le second type est l'état de ceux ou celles qui vivent la vie de célibat en demeurant chastes ou vierges. Mais j'aimerais quand même préciser que vierge, c'est dit pour les garçons et la fille. Même si quelques personnes en Afrique aiment bien parler de chasteté pour l'homme et de virginité pour la fille. Mais retenez que lorsqu'on parle de vierge, il s'agit d'une femme tout comme d'un homme. Très important à rappeler pour vous qui ne le savez pas. Alors, revenons. Juste pour donner une précision très importante, sachez qu'il existe des célibataires qui auraient voulu demeurer vierges, mais qui ont été victimes de viols. Donc, la virginité devient difficile à conserver suite à des circonstances qui peuvent pousser une personne à perdre sa virginité indépendamment de sa bonne volonté. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Un jour, on m'a envoyé une photo très dramatique. Sur cette photo, on voyait l'organe sexuel d'un bébé, un bébé fille. Il y avait plein de sang. Le bébé a été violé. Par qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était une photo dramatique. On avait mal, rien qu'à voir cette image de ces bébés violés,
avec du sang partout. Ce bébé a été violé indépendamment de sa bonne volonté. Et lorsqu'elle grandira, elle découvrira donc qu'elle n'est plus vierge. Un jour, je parlais avec une sœur qui avait environ 23 ou 24 ans. Elle avait mal au cœur parce qu'elle était en train de me raconter l'histoire de sa vie. Alors que son père était très sûr d'être un bon père, ainsi que sa mère, alors que ses parents pensaient être le meilleur parent du monde, pensaient que les enfants avaient eu la meilleure éducation et aussi la sécurité qui va avec, elle me dira, le parent savait nous encadrer, savait nous éduquer. Mais là où le parent avait échoué, c'est qu'à l'âge de 7 ans, elle a été violée par le frère de son père, donc son oncle. Je lui ai posé la question, est-ce que papa est au courant? Elle me dira non. Je ne pourrai pas dire ça à mon père, je ne veux pas diviser notre famille. Remarquez une chose, la fille pense à la sécurité de leur famille. La fille ne veut pas dire la vérité pour ne pas séparer la famille. Elle veut que la famille reste unie, que le petit frère avec son père reste ensemble, qu'il n'y ait pas de séparation ni de division, entre guillemets, à cause de sa révélation, à cause des révélations qu'elle peut faire contre le comportement du petit frère de son père qu'il avait violé à l'âge de 7 ans. Mais la question est à poser. Est-ce que le parent avait pensé à la sécurité de cette fille? Frères et sœurs, nombreux sont ces parents qui ne sécurisent pas leurs enfants. Nombreux sont ces parents qui éduquent bien, qui dépensent énormément d'argent, mais qui oublient que l'enfant a aussi besoin de la sécurité dans la maison où il habite. Les enfants ont aussi besoin de la sécurité sur le toit parental. Et beaucoup de parents sont démissionnaires. Ils sont ignorants du danger ou des dangers que peuvent courir leurs enfants. C'est comme cette histoire que je vous ai déjà racontée dans d'autres enseignements. Une femme qui avait un bébé, qui s'est permis de prendre un domestique à la place d'une femme de ménage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que cette femme sortait et laissait son bébé avec le domestique, la femme était loin de s'imaginer le scène qui s'est passé lorsqu'elle était absente. Mais une chose était étonnante, parce qu'elle avait remarqué que le bébé était attaché au domestique. Les bébés voulaient toujours les domestiques et le bébé refusait sa compagnie à elle. Elle avait également remarqué que le bébé ne voulait plus prendre les biberons. Alors, lorsqu'elle posait la question au domestique, mais pourquoi les bébés n'aiment plus le biberon? Les domestiques répondaient, patronne, je ne sais pas. Ce qui est vrai, quand je reste avec votre enfant, je m'en occupe tellement bien. Je lui donne la bouillie. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il n'aime plus beaucoup les biberons. Apparemment, rien de grave, n'est-ce pas? Mais quelle sera la surprise? Un jour, un beau matin, elle était sortie et avait oublié quelque chose. Elle rentrait à la maison précipitamment. Lorsqu'elle arrive, elle ouvre le portail. Elle entre dans la parcelle. Elle ouvre la porte du salon. Alors là, en face, elle a vu quelque chose d'innommable, quelque chose d'indicible. Alors elle poussa un cri d'horreur lugubre. Elle avait failli s'évanouir parce que elle a regardé et elle a vu le bébé en train de téter. Et qu'est-ce que le bébé était en train de téter? Le bébé était en train de téter le sexe du domestique. Les domestiques donnaient au bébé son sexe comme biberon. Et le bébé était habitué, raison pour laquelle depuis un certain moment, les bébés ne voulaient plus prendre les biberons artificiels parce que il était habitué avec les biberons naturels du domestique qui n'étaient autre chose que son sexe. Frères et sœurs, c'est une histoire vraie. Malheureusement, ouais. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas à la maison, chère maman. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas à la maison, cher papa. Sécurisez vos enfants. La majorité des filles ont été violées sur le toit parental. Je le sais parce qu'en tant que pasteur, j'écoute les histoires des gens. La majorité des filles
ont perdu leur virginité à la maison, abusés par les domestiques, abusés par l'oncle, abusés par X et Y au niveau de la maison, parce que les parents n'ont pas su sécuriser leurs enfants. Il n'y a pas que la sécurité financière, chers parents. Il y a aussi la sécurité physique de vos enfants. Oui, c'est du viol si vous ne le savez pas. Celui qui avait violé les bébés et celui qui avait introduit son sexe dans la bouche du bébé sont pareils. Et l'enfant était habitué à prendre ses biberons de ses domestiques. Savez-vous combien de litres de sperme que ce bébé a eu à avaler? Pouvez-vous imaginer la quantité de spermatozoïdes que ce bébé a eu à avaler durant des semaines, durant 2 mois? Frères et sœurs, je fais de mon mieux pour être vraiment pudique. Mais laissez-moi quand même vous enseigner des choses vraies. Laissez-moi quand même vous en parler, parce que je n'ai pas le choix. Avec beaucoup d'euphémismes, je fais de mon mieux, n'est-ce pas? Mais acceptez quand même que je vous en parle, parce que ce sont des histoires vraies. Oui, on peut perdre sa virginité indépendamment de sa bonne volonté. La personne qui a fait le vœu de célibat ne se mariera jamais parce qu'elle a choisi de rester célibataire à vie. Une telle personne peut aller au couvent ou devenir prêtre, voire moine. Peu importe, il existe vraiment des gens qui ont fait le vœu de célibat et qui aiment ça. Si nous poussons très loin, nous allons découvrir que les raisons qui poussent certaines personnes à faire le vœu de célibat sont multiples. Prenons seulement 2 exemples. Et dans les 2 exemples, nous allons essayer de décortiquer. Le premier exemple, le complexe d'infériorité. Ces complexes, c'est lorsque la personne s'estime vilaine ou laide. C'est lorsque la personne n'a pas l'estime de soi. Alors, j'ai connu dans mon ministère beaucoup d'hommes et femmes qui, à leurs yeux, la beauté n'était pas leur lot. Lorsque ces hommes et ces femmes se regardaient, se miraient sur le miroir, on les entendait dire « Franchement, j'ai une grosse tête. Moi, je pense que je suis vilain ou vilaine. Ma tête est hideuse. Mes yeux sont globuleux comme un crapaud. Ma vondo, comme on dit dans mon pays. Mes lèvres sont très grosses, comme celles que Hergé dessinait dans la bande dessinée des Tintins au Congo. Le noir était dessiné avec des grosses lèvres. D'ailleurs, on a eu à porter plainte contre Hervé en Belgique parce que c'était du racisme, ça. Les complexes d'infériorité est une arme contre l'estime de soi. Oui, la personne s'estime vilaine. Comme une femme, la vérité est que lorsqu'on l'a regardée, elle marchait vraiment comme Robocop. Elle avait une démarche masculine. Elle marchait comme un robot. Pia, 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 pia. Oui, il y a des femmes, lorsque vous les regardez, elles ont de la barbe. Je ne parle pas de poils, mais la barbe. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Et la majorité de ces femmes-là sont complexées. J'en ai rencontré une autre il n'y a pas longtemps. J'étais avec Dorcas, la fille spirituelle de ma fille spirituelle, précieuse Diane. Et je lui ai montré, regarde, elle avait vraiment de la barbe, elle avait passé son temps à s'y raser comme un homme et le menton était devenu tout noir. Son menton n'était pas lisse. Elle ressemblait vraiment à un garçon. Ce qui montrait qu'elle était une fille, c'était seulement la poitrine. Le reste, en tout cas, si vous ne la regardez qu'au visage, vous aurez l'impression que vous avez en face de vous un homme et non pas une femme. Oui, cela provoque aussi un complexe. Pourquoi suis-je né comme un garçon? J'ai connu un jour une de mes musiciennes qui était complexée. Elle avait ce que vous appelez au Congo mbunzu, un front proéminent, comme certains appellent ça le marteau. C'est tellement bombé, c'est tellement proéminent. Que faire? J'ai dit souvent à ces gens de sœurs, lorsque vous avez le front proéminent, lorsque vous avez le mbunzu, comme on dit au Congo, oui, même si ça ressemble à un marteau, comme certains disent, il y a toujours possibilité de vous coiffer. Vous prenez vos cheveux,
Vous créez des modèles qui vont dès l'avant pour cacher la proéminence de votre front. Oui, ce sont des techniques parfois qui manquent. On peut vivre avec un front bombé. Qui vous dit qu'avoir un front bombé, c'est être vilain? Ça, c'est un concept idiot. C'est un concept vraiment idiot de croire que si on a le front proéminent, on est vilain ou vilaine. C'est inacceptable de penser que si on a de la barbe parce qu'on est une femme, qu'on est vilaine. Oui, il est complexe. Je me suis toujours posé la question parce que lorsque j'ai rencontre les bonnes sœurs, lorsque je voyage dans les avions, je les croise énormément. Les bonnes sœurs, celles qui sont au couvent. Laissez-moi ne pas faire une gaffe. Je vais vraiment essayer de ne pas vous choquer. Mais j'avais quand même remarqué que la majorité de ces bonnes sœurs ne sont pas de Miss, ne sont pas, humainement parlant, des plus belles femmes comme les hommes aiment bien classer certaines femmes d'être très belles, d'autres non. Donc, humainement parlant, lorsqu'on les regarde, on voit qu'elles ont aussi de temps en temps certains défauts physiques. On voit que de temps en temps, il y en a vraiment qui ressemblent à des garçons. J'ai bien dit, je ne veux pas vous choquer, je suis en train d'aménager les langages, mais je vous prêche quand même la vérité. Donc, on peut dire que les femmes les plus belles n'ont pas le temps de penser au couvent, ni aux vœux de chasteté, et c'est la vérité. Les exceptions ne manquent pas. Mais en général, ceux qui sont frappés par les complexes d'infériorité sont ceux-là qui prennent souvent le vœu de chasteté comme mode de vie. C'est prouvé scientifiquement et logiquement. Et en deuxième lieu, nous avons les personnes vivant avec handicap. La personne qui est née avec une infirmité physique ou mentale, acquise ou de naissance. Cette personne est frappée aussi par un complexe. Sachez que l'handicap est un désavantage qui place en position d'infériorité, qu'on le veuille ou pas. Une femme frigide qui n'a pas demandé de l'être, elle a eu à faire des rapports sexuels dans sa vie, elle a remarqué sa frigidité. Alors là, elle dit désormais, je ne me marierai plus. Que des hommes qui ont eu à découvrir leur impuissance sexuelle après quelques expériences ratées, et qui se sont dit, jamais je ne me marierai. J'ai choisi le vœu de chasteté. Et sachez aussi que le vœu de chasteté n'est pas seulement fait par des personnes qui n'ont jamais connu des rapports sexuels. Il est aussi fait par ceux qui ont connu, qui ont eu des rapports sexuels avant et qui ont décidé de ne plus jamais en avoir. C'était une précision importante pour vous qui ne le savez pas. Comme vous avez remarqué, nous venons de parler brièvement du célibat. Mais parlons à présent du célibataire. Dans chaque société, selon les lois de ces sociétés-là, le célibataire est défini comme étant une personne qui n'est pas mariée légalement. Vous entendez? Lorsque vous ne vous présentez pas devant l'officier de l'état civil pour la loi, vous n'êtes pas marié même si vous vivez avec une femme. Pour la loi, un homme qui vit avec une femme chez lui est un célibataire vivant en concubinage. Le mariage verbal n'existe pas. Vous pouvez rester 1000 ans dans une maison, vivant ensemble comme de mariés, mais l'État de votre pays, la loi de votre pays ne reconnaîtra jamais cela comme étant un mariage, même si vous faites 50 enfants. Devant la loi, vous n'êtes que des concubins. Pour vous qui ne connaissez pas le mot, sachez que concubin ou concubine est une personne avec laquelle on vit dans une union libre. Un peu comme au Congo, en Lingala, chez nous, les concubins sont cet homme et cette femme qui ont décidé de vivre na libala ya yakatofanda. C'est comme ça qu'on appelle ça au Congo, en Lingala. Yakatofanda. Lorsque vous avez décidé d'un commun accord de vivre ensemble, sans aller devant l'officier de l'état civil, sans aller dans votre famille pour présenter ou payer la dot, ça, c'est l'union libre. Et en français, les deux personnes sont des concubins. Vous direz donc ma concubine ou mon concubin, pas mon mari, pas ma femme. Elle n'est pas ta femme, il n'est pas ton mari. Elle est ta concubine, tu es son concubin.